Juliette écrit ceci: Giacometti est en crise, impossible pour lui de représenter la réalité, soit il se concentre sur un détail, et alors l'ensemble lui échappe, soit à l'inverse, il cherche à appréhender l'ensemble, et c'est le détail qui n'est plus saisissable. Ok? Vous voyez bien? C'est à la page 26, c'est un petit livre court, je vous invite à le lire. Je vais encore en choisir 2-3 autres. Ce qui vient d'être dit là va jalonner tous les commentaires que je ferai des façons de faire de l'ethnographie et des sciences sociales. J'essaye de me retrouver dans mes petits post-it. Oui. Manifestement, ça ne fonctionne pas. Il dit ceci, là c'est pas l'auteur, c'est pas Juliette qui parle, il cite Giacometti. Il dit: je savais que quoi que je fasse, quoi que je veuille, je serais obligé un jour de m'asseoir devant le modèle, sur un tabouret, et d'essayer de copier ce que je vois. Hein? Même s'il y a, dit-il, écrit-il, aucun espoir de réussir. Il dit aussi quelque part: les détails, ce sont le transitoire, l'anecdotique. Là, ça peut être un autre registre. Or, il existe en l'être humain un fond permanent, qui n'est que faiblement modifié par les différences de lieu, d'époque, de culture. Voilà ce qu'il nous dit aussi à la page 49. Il dit aussi, c'est Giacometti qui parle: j'ai toujours eu l'impression, le sentiment de la fragilité des êtres vivants, comme s'il fallait une énergie formidable pour qu'ils puissent tenir debout. Et il poursuivait: jamais je n'arriverai à mettre dans un portrait toute la force qu'il y a dans une tête. Je dis ça, il me semble que l'anthropologue doit pour moi avoir en tête ce genre de propos, hein, d'être confronté, de vivre cela. De vivre cela. Alors, donc il y a cette difficulté, je reviens sur mes notes, cette difficulté de la perte, il me semble qu'elle est plus sensible lorsqu'il s'agit de regarder que d'écouter. Il me semble que cet exercice-là, cette confrontation à la perte, mais c'est peut-être arbitraire ce que je dis, est plus nette dans l'exercice de regarder que dans l'exercice d'écouter. Il me semble. Hein. Donc je veux dire, le caractère incontournable, hein, de l'œil nu qui va sélectionner, qui va glisser, qui glisse de l'impossibilité de prendre des notes, de la conceptualisation qui va accentuer des traits, qui va émousser, voire éliminer d'autres traits. Et donc on revient sur cette idée de l'intelligible l'intelligible aux dépens du réel. Donc dans le fond, il faut éliminer pour dire quelque chose. Il faut éliminer pour dire quelque chose. Il faut oublier pour dire quelque chose. Il faut oublier pour dire quelque chose. Et donc on le sait, quoi. Enfin, peut-être que je répète, hein, mais donc c'est-à-dire que c'est comme s'il faut mettre au-dessus de son bureau, quoi. Il faut oublier pour dire quelque chose. Et donc du coup la difficulté de réinjecter après coup
des détails, dans le fond, des choses qu'on aurait oubliées, mais dont on se souviendrait. Hein, cette difficulté de réinjecter dans le mouvement des détails, hein, comme s'ils étaient impossibles à réinjecter, comme s'ils brisaient le mouvement même de la recherche, quelque part. Il me semble que j'ai lu quelque part, quand on se rapprochait d'une peinture, on voyait plus fortement les défauts de la peinture, enfin en tout cas les traits du pinceau, pas nécessairement les défauts. Il me semble que les détails, c'est ça aussi. Hein. C'est un détail que vous écririez serait comme le symptôme d'une série d'autres détails que vous auriez oubliés, d'une certaine façon. Je ne sais pas si vous comprenez, comme le pinceau vous dit que ce n'est que dans le fond qu'une peinture, il me semble que les détails viennent rappeler que ce n'est qu'un écrit, dans le fond, hein, que ce n'est qu'un écrit. Hein. Et peut vous rappeler tous les autres détails que vous n'avez pas écrits, que vous n'avez pas vus, que vous n'avez pas conceptualisés, que vous avez éliminés. Donc le détail est au cœur, hein, le détail que l'on veut garder, que l'on ne veut pas garder, est au cœur, hein, je dirais, de l'acte même des sciences sociales et des choix que le chercheur fait. Alors, on se retrouve devant des choix, justement, des choix divers. J'avais pris quelques textes de littérature, des écrivains relativement connus, auxquels vous avez peut-être été confrontés au lycée ou à travers vos lectures. Et je me dis qu'on peut difficilement éliminer ce type de lecture, faire comme si ça n'existait pas quand on fait des descriptions ethnographiques. Je vais en prendre quelques-unes. Je vais vous les lire, c'est pas l'exercice que je préfère, mais 3-4 passages d'auteurs relativement classiques. Je vais commencer par ce qui me semblait jadis un modèle et que je trouve maintenant plus du tout un modèle. C'est un texte de Pérec dans Espèce d'espace. Hein, il me semblait que c'était un modèle, qu'il fallait le citer, qu'il fallait dire, voilà, ethnographe, faites comme cela. Et tout compte fait, faire comme cela, ce n'est quand même pas si extraordinaire en termes de densité descriptive. Par exemple, un passage dans Espèce d'espace, où il dit ceci: observer la rue de temps en temps, peut-être avec un souci un peu systématique, s'appliquer, prendre son temps, noter le lieu, la terrasse d'un café près du carrefour Bac-Saint-Germain, l'heure, 7 heures du soir, la date, 15 mai 1973, le temps beau fixe, noter ce que l'on voit, ce qui se passe de notable. Notable, hein, je suis gêné par cela. Sait-on voir ce qui est notable? Y a-t-il quelque chose qui nous frappe? Ça me dérangerait d'emblée. Rien ne nous frappe, nous ne savons pas voir. Il faut y aller plus doucement, presque bêtement, se forcer à écrire ce qui n'a pas d'intérêt, ce qui est le plus évident, le plus commun, le plus terne. Et donc, quand on décrit, on va se retrouver devant, par exemple, des descriptions de décors. Un décor, ce qui est autour de nous. Robe grillée, la jalousie. Je crois les premières lignes de son livre. Maintenant, l'ombre du pilier, le pilier qui soutient l'angle sud-ouest du toit. Il divise en 2 parties égales l'angle correspondant de la terrasse. Cette terrasse est une large galerie couverte, entourant la maison sur 3 de ses côtés. Comme sa largeur est la même dans la portion médiane et dans les branches latérales, le trait d'ombre projeté par le pilier arrive exactement au coin de la maison. Mais il s'arrête là, car seules les dalles de la terrasse sont atteintes par le soleil, qui se trouve encore trop haut dans le ciel. Au moins, il y a ce type de description qui existe. Et
met en scène un personnage qui arrive dans ce décor. Maintenant, A est entrée dans la chambre par la porte intérieure qui donne sur le couloir central. Elle ne regarde pas vers la fenêtre, grande ouverte, par où, depuis la porte, elle apercevrait ce coin de terrasse. Elle s'est maintenant retournée vers la porte pour la refermer. Elle est toujours habillée de la robe claire à col droit, très collante, qu'elle portait au déjeuner. Le personnage ainsi décrit. Un texte de Francis Ponge, Le parti pris des choses. La pluie, il décrit la pluie. La pluie qui, dans la cour où je la regarde tomber, descend à des allures très diverses. Au centre, c'est un fin rideau, ou réseau discontinu, une chute implacable mais relativement lente de gouttes, probablement assez légères, une précipitation sempiternelle, sans vigueur, une fraction intense du météore pur. À bout de distance des murs de droite et de gauche, tombent avec plus de bruit des gouttes plus lourdes, individuées. Ici, elles semblent de la grosseur d'un grain de blé, là d'un pois, ailleurs presque d'une bille. Il y a un autre modèle, vous voyez bien, hein, un autre modèle qui dit autre chose, c'est le début de la promenade au phare de Virginia Woolf. Hein, elle commence par une phrase. « Oui, bien sûr, écrit-elle, s'il fait beau demain, dit Mrs. Ramsay, mais il faudra vous lever à l'aurore, ajouta-t-elle. » Elle désigne là la possibilité de faire une promenade avec un enfant. Et donc, on peut imaginer cette description que vous feriez, hein, vous citez, c'est une parole que vous avez entendue, et après, elle consacre une page, oui, c'est ça, à décrire l'état d'âme, le ressenti de l'enfant en question à qui il est promis de faire une promenade demain. Et donc, il me semble que c'est important de savoir cela. Ces paroles causèrent à son fils une joie extraordinaire. Pour lui, il était désormais entendu que l'excursion se ferait sûrement et que la merveille contemplée depuis des années, semblait-il, se trouvait maintenant à portée de sa main, etc. Donc, il décrit alors pendant une page le ressenti de cet enfant. Et après une page, la conversation recontinue, c'est le père qui intervient, mais, dit son père en s'arrêtant devant la fenêtre du salon, il ne fera pas beau. Et on recommence avec les états d'âme et les ressentis. Il me semble que, donc les décors, la terrasse, la pluie, les personnages qui rentrent, et les paroles et les ressentis. Vous voyez tout cela ça me paraît important. Ça me paraît important de bien garder la possibilité de faire cette description. Celui que je pourrais prendre et que je ne prends pas, parce que vous le lisez, j'imagine, vous lisez Proust et vous trouvez ce genre de description introspective, par exemple, en grande quantité. J'aime bien ce texte-ci, car c'est un court texte, et j'en aurais fini, partiellement pour les petits passages littéraires. C'est un texte de Jean-Philippe Toussaint, peut-être moins connu, je ne sais pas, dans un petit écrit, une nouvelle, La salle de bain. Car ce qu'on vient de dire, ce sont des instants. Et évidemment, des instants, et puis après l'instant, il y a déjà un autre qui arrive. Et donc, on est vite perdu, l'œil glisse, le crayon ne marche pas comme on veut, etc. etc. Et il écrit ceci. Je regardais, à propos d'une glace que l'on est censé manger, une glace. Et il dit ceci à propos d'une dame blanche, pour être plus précis. Je regardais la dame blanche fondre devant moi. Je regardais fondre imperceptiblement la vanille sous la nappe de chocolat brûlant. Je regardais la boule encore exactement ronde, un instant plus tôt, qui ruisselait lentement en filets réguliers, blancs et bruns métissés. Je regardais le mouvement, immobile, les yeux fixés sur la soucoupe. Je ne bougeais pas,
les mains figées sur la table, j'essayais de toutes mes forces de garder l'immobilité, de la retenir, mais je sentais bien que sur mon corps aussi, le mouvement s'écoulait. C'est à la page 86 de la salle de bain. Donc, le décor, le personnage, les états d'esprit, les émotions, et tout ça continue. Hein? C'est un peu le défi d'observer et d'écrire. Hein? C'est un peu le défi d'observer et d'écrire. Et rappelez-vous les lignes, il faut oublier, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais j'ai toujours eu cette tendance à voir la bouteille à moitié vide, et donc à me lamenter qu'il y avait cette perte. Et sans doute, c'est pour ça aussi qu'il y a cet appareil derrière, évidemment, pour éviter qu'il y ait le moins de pertes possible. Je ne résiste pas à vous... N'hésitez pas à m'interrompre si tout cela vous paraît bizarre. Mais c'est l'idéal tragique de notre discipline, je crois. Hein, et après, on fait ce que l'on veut. Hein, après, on sait bien que c'est ça. Bon, c'est bien que c'est ça. Ne pas le savoir, je trouve que c'est pire que tout. Et donc, sur cet oubli et la nécessité d'accepter d'oublier, il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert de Borges cette nouvelle sur Funès ou la mémoire. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte qui est court. Hein. C'est dans un ensemble qui s'appelle Fiction. Et vous avez aux pages 114, 115, 116 des passages de toute beauté pour dire l'importance de l'oubli, d'une certaine façon, et l'impossibilité de vivre sans oublier. Alors il raconte donc le cas Funès, F-U-N-E-S, hein, et un type qui pendant 19 ans, hein, je cite, avait vécu comme dans un rêve. Il regardait sans voir, vous connaissez peut-être ce texte, il regardait sans voir, comme vous et moi probablement, enfin peut-être que non, mais j'ai envie de dire que c'est la base même de l'anthropologue, c'est de ne pas regarder sans voir. Hein. Mais c'est ce qu'on fait malgré tout, hein, ça glisse. Et Funès dit ceci, Borges dit ceci, donc il avait vécu comme dans un rêve, il regardait sans voir, il entendait sans entendre, il oubliait tout, presque tout. Et voilà que ce Funès fait une chute de cheval. Il a perdu connaissance, problème cérébral. Et là, il n'a plus cette aptitude à oublier, à regarder sans voir, à entendre sans écouter véritablement. Et il se trouve dans une sorte d'hypermnésie, si vous voulez, il ne sait plus oublier. Et donc, tous les souvenirs l'écrasent. Et les plus banals des événements deviennent intolérables à force de richesse et de netteté. Il ne peut pas, il garde tout, il voit tout. Hein, il ne sait pas, il ne sait pas. Il ne sait plus éliminer, il ne sait plus oublier. Il serait l'anthropologue idéal, dans le fond, hein, pour moi, hein, uniquement. Hein, et puis il n'arrive plus il voit une chose, il voit tous les détails de la chose. Il dit par exemple, j'ai à moi seul plus de souvenirs que n'en peuvent avoir tous les hommes depuis que le monde est monde. Ma mémoire, monsieur, dit-il, est comme un tas d'ordures. Il percevait les crins embroussaillés d'un poulain, quelques têtes de bétail sur un coteau, le feu changeant et la cendre innombrable, les multiples visages d'un mort au cours d'une longue veillée. Il voit tout et il garde tout. Ce qu'il avait pensé une seule fois, il ne pouvait plus s'effacer de sa mémoire. Non seulement Funès se rappelait chaque feuille de chaque arbre, de chaque bois, c'est quand même l'idéal, hein, mais chacune des fois qu'il l'avait vu ou imaginé. Quel type, hein.
Et donc, non seulement il lui était difficile de comprendre que le symbole générique chien embrassa tant d'individus dissemblables et de formes diverses, cela le gênait que le chien de 3h14, vu de profil, eut le même nom que le chien de 3h15, vu de face. L'anthropologue idéal. Son propre visage dans la glace, ses propres mains, le surprenaient chaque fois. Et la critique de l'auteur, je soupçonne qu'il n'était pas très capable de penser. Ça nous détend un petit peu, ça nous détend un petit peu. Penser, c'est oublier les différences, c'est généraliser, abstraire. Dans le monde surchargé de Funès, il n'y avait que des détails presque immédiats. Et ses amis, quand ils parlent avec lui, sachant son problème, évitent de faire des gestes pour ne pas qu'il soit trop encombré par tout ce qu'il voit et qu'il ne puisse pas ne pas distinguer l'essentiel de l'accessoire. Ils ont peur de faire un geste, un clin d'œil peut-être. Imaginez, je vous dis l'anthropologue idéal, mais c'était pour rire évidemment. Est-ce que vous avez des questions? Ce n'était que mon introduction. N'hésitez pas. Oui. Par rapport aux descriptions que vous nous avez présentées, notamment celle de Nicolas Généraux, j'ai du mal un peu à voir le lien entre la description littéraire et la description géographique. Parce que justement, imaginer les ressentis d'un enfant, pour moi, ça fait partie de l'écriture littéraire. C'est beaucoup plus difficile à faire. Je sais pas. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire ça? Dans tous les cas de figure, je ne sais pas dans quelle mesure il y a des inventions. Je pense, je l'ai dit tout à l'heure, que l'anthropologue est confronté à une réalité à propos de laquelle il est censé dire des choses vraies. Ce n'est pas le cas de l'écrivain. Et pour les ressentis, vous voyez la réponse. Il y a quelque chose qui a existé, sur lequel il doit rendre compte. Ce n'est pas le cas de l'écrivain, ce n'est pas nécessairement le cas de l'écrivain. Et pour les ressentis, ça me paraît essentiel que l'anthropologue puisse mettre son nez dedans, si je peux dire. Alors là, il y a toute une série de choses qu'il est possible de pratiquer pour savoir ce qu'on a ressenti à tel moment. Par exemple, on peut imaginer que les images ne vont pas, qui sont toujours focalisées là sur moi, on puisse savoir qu'est-ce que je ressens à tel moment dans le RER de chez moi. Ceci. Il y a moyen de poser des questions là-dessus. Enfin, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Une sorte de boîte noire qui n'est pas si noire que ça, même s'il y a une certaine... je reconnais qu'il y a une certaine difficulté, mais ne pas... C'est une des choses les plus réelles, c'est ce qui est ressenti, il me semble. Quand je dis une réalité indépendante de moi, anthropologue, cette réalité-là, je dois aller la chercher. Il me semble que s'il y a bien quelque chose qui est réel, c'est ce qui est ressenti par X ou Y. Éliminer ça, c'est comme une pizzeria qui ne vendrait pas de pizza, enfin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus une pizzeria, c'est autre chose. Et un anthropologue qui ne décrit pas des ressentis, c'est une drôle d'affaire quand même si ça fait partie des leitmotifs de l'anthropologie. Il n'y a pas de vécu, etc., etc. Il me semble. Parce que je ne sais pas si j'ai répondu. Comment? En procédant ainsi, c'est facile de tomber dans la surinterprétation. Oui, il faut être prudent. J'ai été dans mon introduction. On reviendra là-dessus, mais oui, c'est pas difficile, c'est pas en évitant la surinterprétation de ça. Oui, c'est pas difficile à mon sens de savoir ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un à un moment donné. Moi, je trouve que il n'y a pas quelque chose là pour moi d'insurmontable. C'est même ce qui me tracasse avec l'image filmée, qui ne dit pas cela, qui ne va pas dire cela. Je vais me regarder béatement sur les images.
je n'aurai pas, et les personnes qui pourront le regarder n'auront pas. Mais la description écrite, l'image n'est pas satisfaisante en soi, il faut la description écrite, et dans la description écrite, il faut évidemment ajouter des choses sur les ressentis. En tout cas, c'est l'idéal que je me donne ici même. Donc il est déjà 10 heures. Il faut quand même continuer un petit peu. Est-ce que j'avais des questions? Non? Ça, c'était l'introduction. Hein? Considérons maintenant que je vais faire un chapitre, que je terminerai peut-être ce matin, je ne sais pas, un chapitre sur, on va dire, la vision théorique des sciences sociales. Hein? Et les autres chapitres concerneront des ethnographies en particulier. Hein? Tout en vous disant que l'ethnographie n'est qu'une manière de faire des sciences sociales. Hein? C'est bien ça. Quand je dis vision théorique, ce n'est pas un terme anodin. Hein. Théoréo en grec, c'est quand même, ça veut dire regarder, quand même contempler. Hein. Et donc théorie, c'est d'emblée regarder quelque part et avoir une vision en tout cas, et donc peut-être aussi une sélection des choses. Je crois qu'à partir de ce que je vais vous dire, je vais vous parler de Durkheim, je vais vous parler de Weber, de Bourdieu. Je crois que derrière mon propos, il y a comment dire, l'idée que l'ethnographie est confrontée à une double injonction, faire des sciences sociales, comme elles ont été transmises, Weber, Durkheim, etc., 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 et se rapprocher des gens. C'est ça l'injonction contradictoire, je dirais, de l'ethnographie. Je ne parlerai pas de cela aujourd'hui, mais la semaine prochaine, hein, de cette gestion de ce double objectif. Hein, de ce double objectif, et tantôt l'ethnographie va être très science sociale, hein, Durkheim, Bourdieu, etc., et tantôt elle va se dire, oui, il y a des gens qui sont là. Elle va osciller entre les deux. Avec pour résultat final de rester une science sociale, ce qu'elle revendique. Hein. En fait, comment donc faire des sciences sociales? Qu'est-ce que ça veut dire l'acte, hein, vous disais-je tout à l'heure en commençant, qu'est-ce que c'est l'acte de faire des sciences sociales? En quoi ça consiste de dire, si on vous demandait ce soir, qu'est-ce que c'est que faire des sciences sociales? Qu'est-ce que vous diriez, en fond, hein, qu'est-ce que vous diriez? Et en prenant quelques classiques, on a globalement quelques réponses diverses, et on est, sans le savoir, dans ces cas de figure-là. On est sans le savoir, sans le savoir. Hein. Le but est quand même de bien le savoir. La première étape, j'ai envie de dire, c'est le choix du sujet. C'est le choix du sujet. Quand on fait des sciences sociales, on choisit un sujet, un thème de recherche. C'est ici déjà qu'on trouve les premiers indices que l'on fait des sciences sociales et pas autre chose. Et on voit bien que si l'on est durkheimien, weberien ou autre, on est dans comment dire, des rails qui font des choix, fait des choix. Qu'est-ce que ça veut dire choisir un sujet? Un sujet, un thème. Et connaissant plus ou moins vos thèmes de mémoire, etc. Dans quel cas pourriez-vous vous ranger? Alors, prenons le cas de Durkheim. Il nous dit, dans les règles de la méthode sociologique, c'est un petit livre, hein, je vais prendre des petites phrases des règles de la méthode sociologique. Il nous dit que tout individu est un infini et l'infini ne peut être épuisé. C'est bien, hein? On a déjà dit ça tout à l'heure, un petit peu, d'une certaine façon.
Et donc, dit-il, de manière assez cohérente, il faut un principe pour opérer le triage. C'est cohérent, je trouve. Hein. Et donc, dit-il, je le cite, il faut repérer les propriétés les plus essentielles. Magnifique. Il faut, il continue, viser les faits décisifs et cruciaux. Et il dit, ce ne sont pas nécessairement les mêmes que les faits vulgaires, les faits décisifs et cruciaux. Il faut chercher, dit-il, et là on va rentrer quand même dans une ligne qui n'est pas celle nécessairement d'autres chercheurs, il faut chercher les propriétés caractéristiques des types sociaux. Et pour lui, l'objet social idéal, enfin ce que doit faire le spécialiste des sciences sociales, c'est de chercher, de travailler sur des faits de la vie sociale qui sont d'ordre morphologique, dit-il. En gros, ce n'est pas le but ici d'entrer dans les détails, c'est de travailler sur des groupes, dans le fond. Travailler sur des groupes. Oui, des groupes. Et les modes de combinaison des groupes. Et il dira, à partir de là, mais j'insiste, j'y reviens dans un instant, que pour bien travailler sur ces combinaisons et sur ces groupes, c'est la méthode de la statistique qui est la plus pertinente. Alors, ça c'est un... Est-ce que vous travaillez sur des groupes? Premier. Bon. Weber arrive et il dit des choses qui ressemblent à cela. Si on veut chercher la signification culturelle de quelque chose, dit-il, Weber écrit ça dans les essais sur la théorie de la science. C'est un livre un peu plus gros, hein, c'est un livre un peu touffu, c'est dans les pages 150 et suivantes, si vous voulez. Hein, Durkheim, c'est facile, hein, c'est un livre court pour repérer cela. Dans l'essai sur la théorie de la science, Weber nous dit, on cherche une signification culturelle, et dit-il, il est exclu de reproduire le vécu de la vie, hein, et d'épuiser tous les points de vue qui seraient possibles. La description, dit-il, du plus petit fragment de la réalité ne peut jamais être pensée de manière exhaustive. On revient sur cette idée. Et donc, dit-il, il faut sélectionner. Hein. Même on est bien dans ce cas de figure. Il faut nous trouver quelque chose, il faut un principe, ce sont les mots de Durkheim, hein. Il faut faire la distinction entre l'essentiel et le secondaire. Et donc repérer parmi les éléments ceux qui doivent être considérés comme essentiels. Durkheim nous avait dit que l'essentiel, c'était de comprendre les groupes et la combinaison des groupes via des statistiques. Weber nous offre un tout autre critère de l'essentiel. Hein. Et vous allez voir quand même que c'est différent. Il nous dit « Seule une partie finie de la multitude infinie des phénomènes possède une signification. » Alors, dans ces textes, on voit bien que, sans le négliger, ce qui est rapport de causalité essentiel chez Durkheim n'est pas si important. On voit bien que les faits les plus fonctionnels pour le fonctionnement de la société ne sont pas les plus importants. Il va dire à un moment donné qu'il est important de travailler sur les phénomènes de l'actualité. Ça, je crois que c'est important, hein, dans les sciences sociales, les phénomènes de l'actualité. Les phénomènes concrets de l'actualité, page 141, si vous voulez, dans ce livre. Et il continue, et ces phénomènes importants de l'actualité, c'est les phénomènes, dit-il, qui vont révéler une certaine originalité, c'est ces mots, qui vont être culturellement significatifs. Pas la même chose que Durkheim. Hein. Vous connaissez bien, je dirais, les deux tendances des deux auteurs. On les retrouve ici, les phénomènes de l'actualité
qui sont culturellement significatifs. Et le but du chercheur, du sociologue, est de préciser la signification de la structure d'un phénomène culturel. Et cette signification, dit-il, et ceci est important, c'est son lien à des idées de valeur. Voilà. Ce qu'il faut travailler, c'est des phénomènes qui concernent l'actualité et qui sont en lien avec des idées de valeur. Des valeurs universelles comme la liberté, la justice, la morale, l'égalité, etc., etc. La réalité qui est importante, dit-il, de connaître, d'investiguer, d'explorer, c'est celle qui est liée, connectée à des idées de valeurs, à ce qu'il appelle les valeurs universelles de la civilisation. Un phénomène devient pertinent, dit-il. Regardez, on est bien là dans la science sociale, si vous voulez. Dans la science sociale, un phénomène devient pertinent s'il atteint nos intérêts culturels. Et si ces thèmes procèdent, dit-il, des idées de valeur. Voilà. Donc, je trouve qu'on sélectionne bien. On pourrait presque dire, oui, je fais des sciences sociales parce que je m'intéresse à des groupes. Oui, je fais des sciences sociales parce que je m'intéresse aux phénomènes de l'actualité et je vais chercher dans ces phénomènes ce qui les caractérise en lien avec des idées de valeur universelles. Il me semble que beaucoup d'entre nous pourraient se sentir proches de ces deux ou d'une de ces deux positions dans son choix de sujet. Alors, il y a un autre chercheur qui est un germanique autrichien qui s'appelle Alfred Schütz, qui est peut-être moins connu que Durkheim et Weber, bien sûr, une sorte de philosophe des sciences sociales. Vous connaissez peut-être ? Ah oui ? Proche de la phénoménologie, du Searle, etc., qu'il a, fait glisser vers les sciences sociales. Beaucoup de textes sont traduits, ou quasiment tous les textes sont traduits, et notamment, ce sont des ensembles de textes. Le chercheur et le quotidien, par exemple, vous trouvez en français un ensemble de textes de Schütz sous le titre Le chercheur et le quotidien, où il y a beaucoup de choses, l'essentiel de sa pensée. C'est un auteur essentiel, c'est pas... Il dit quelque chose d'autre. Il est parfois très critique vis-à-vis de Weber. Et il dit que le chercheur, quand il construit son objet de pensée, doit le faire en fonction de la façon dont les gens construisent leur propre pensée. Ce que le chercheur doit décrire, c'est la façon dont les gens pensent, dans le fond. C'est quelque chose qui est très classique pour un ethnologue, un anthropologue. Les objets construits par le chercheur en sciences sociales, dit-il, doivent être fondés sur les objets de pensée construits par le sens commun. Ça n'a rien à voir avec ce que dit Durkheim, qui méprise le vulgaire, rappelez-vous, et ça n'a rien non plus, c'est quand même très différent de Weber, qui partait avec des idées universelles de valeur. Ici, il dit, faire des sciences sociales, construire son objet de sciences sociales, c'est le faire en lien et en dépendance avec, dans le fond, les modes de construction des gens. Les ethnologues, oui, l'histoire de l'anthropologie sociale est assez reliée à cela, sans nécessairement citer Schütz, et d'autres l'ont dit. D'autres ont dit cela. Dans le fond, les sciences sociales sont des constructions, pour Schütz, devraient être des constructions du second degré. Une sorte de mise en valeur des constructions des gens tels qu'ils les opèrent au fur et à mesure de la vie quotidienne. Les gens ne font, au fur et à mesure de leur vie quotidienne, les gens construisent
des choses, typifie certaines choses, se réfère à des choses idéales, etc. etc. Et Schütz il dit les sciences sociales doivent décrire ou analyser les constructions plus ou moins idéales typiques ou idéales des individus au jour le jour. Les constructions typifiées, pour le citer. Donc, je pense que ça nous rapproche très fort, même sans employer les mots de Schütz, ça nous rapproche très fort de la tendance de l'anthropologie sociale. Si je fais un petit dessin, et après nous ferons un petit repos. C'est une petite route. Le chercheur en sciences sociales, qui sentirait qu'il a envie vraiment d'être un chercheur en sciences sociales. Il a sa petite route, il a sa route, son automobile, ou tout ce que vous voulez. Et il se retrouve dans un rond-point. Et il fait le tour du rond-point. Il a fait, il voit la route de Foucault. Il sait qu'il faut s'occuper des groupes, des morphologies de groupes, éventuellement, il vient le faire, surtout avec des analyses statistiques. C'est ça qu'il voulait, il est content, il est libre. Il est parti, mais il y a un autre, lui, vous et Weber, actualité, rapport aux valeurs universelles. Il est parti. C'est pas nécessairement incompatible peut-être, mais quand même à un moment donné, les méthodologies vont être très différentes, vous le savez bien. J'aime pas ça, je roule, je reprends ma voiture, chute, j'écoute ce que les gens disent et je m'occupe de ce que les gens disent. Ma construction n'est qu'une construction second degré par rapport au discours des gens. C'est pas la même chose. Hein. Et donc, quand je fais des sciences sociales, probablement je suis, sans le savoir encore, sans l'expliciter nécessairement, dans une de ces trois postures, et encore une fois, ne sont pas nécessairement incompatibles. Je serais curieux de savoir, avec le début de mémoire que vous faites, là, en Master 1, si vous êtes dans une autre route. Je ne sais pas si vous dites, oh non, moi je suis dans aucune des trois. Il est bien clair que le résultat du film n'est dans aucune des trois. C'est sûr. Et donc, et bien sûr, ces trois automobiles vont à un moment donné je vous peur de m'aventurer dans un dessin. Ouais. Donc, je roule. Ce sera après la petite récréation. Hein? Le Schützien continue, le Weberien continue, le Durkheimien continue, et coucou, il se retrouve là. Bonjour, moi je suis Durkheimien, moi je suis Schützien, moi je suis Weberien. Qu'est-ce qu'on a en commun? Ok? C'est le cas de le dire d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a en commun? Et alors là, oui, mais ça sera pour après. Mais dites-moi par exemple ici, est-ce que vous êtes dans un sujet qui ne serait pas de ces trois-là? Donc on n'est pas encore là, dans un instant après la récréation, mais est-ce que vous avez un sujet de mémoire qui ne serait pas dans cela? On n'a pas réellement commencé en fait. Donc vous voulez dire que le match est remis terrain praticable? Ça c'est sûr que si vous n'avez pas commencé, vous n'avez pas votre sujet de mémoire. Ça on a un sujet, mais je veux dire... Donc ici on est qu'au sujet là. L'ethnographie, je pense que c'est lors de l'ethnographie qu'on arrivera à déterminer dans quel... Donc ici je ne voudrais pas vous bouleverser, mais ce dont je parle maintenant, c'est le choix de notre sujet. Hein? Et quel est le choix de votre sujet? Quel est votre sujet? Par exemple, l'ethnographie. Non, c'est la religion. C'est une lâche, par exemple. Non, mais je vous demandais si vous aviez un sujet qui sortait des trois pistes là.
C'est ça ma question. Et c'est normal que vous ne sortiez pas, c'est très rassurant. Je trouve, enfin. Ça veut dire que nous avons des routes qui permettent à nos étudiants de rouler sur des routes et pas sur d'autres routes. Et c'est ça, dans le fond. Hein, oui, c'est tout à fait ça. Nous sommes sur des routes. Les maquettes sont des routes. Les maquettes licence L1 sont des routes. Et donc vous êtes sur des routes. Donc vous êtes sur la route des sciences sociales, avec la voie 1, la voie 2, la voie 3. Parfois même, vous roulez de manière très, très audacieuse de l'une à l'autre, mais globalement, oui, les maquettes sont telles. Les maquettes construites, cela permettent de rouler dans. Oui, je crois. C'est critique, je pense que c'est critique ce que je viens de dire. Hein. Et c'est bien aussi, c'est bien aussi qu'on produise ces sciences sociales. Et vous pouvez me dire, c'est idiot, ce que vous dites, c'est pas juste, ou etc. Vous pouvez dire cela, mais non. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire. Que vous étiez sur des routes, construites par des maquettes, et que c'est quasiment terminé. Vous ne pouvez plus sortir de la route, il y a des machins, des trucs, des balustrades, ça, vous avez quelque chose à dire? J'ai cru comprendre qu'il y avait... Moi, par exemple, j'ai du mal à faire le lien entre les sujets et sa différente branche-là, en fait. Dites-moi votre sujet, je vais tout de suite vous mettre dans le machin. Travailler sur les religions. Voilà. Ça, C'est c'est les pratiques, en fait. les pratiques religieuses. Voilà. Et donc vous avez votre prof et votre sujet c'est les pratiques religieuses. Certaines pratiques. Mais ça ne veut rien dire, ça, certaines pratiques. J'imagine que vous avez un groupe en particulier et qu'il est un groupe pas si banal que cela. Je suppose que vous avez bien... Ça ne veut rien dire les pratiques religieuses, vous vous rendez compte? Je pensais que d'emblée vous aurez réussi à me placer dedans. Mais c'est encore plus en fait. Mais si vous dites les pratiques religieuses, vous êtes potentiellement dans les trois. Mais j'imagine que derrière, il y a peut-être un groupe qui est saillant par son actualité, peut-être. J'imagine. Non? Mais je ne sais pas, je ne peux pas le deviner, le groupe qui vous concerne, je ne peux pas le savoir. En fait, moi je devais travailler sur des médiums, donc c'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Ah, je suis convaincu que vous êtes dans une des trois. Hein. C'est possible. Ben oui. Vous écoutez les médiums, vous êtes peut-être... Mais mon propos n'est pas extraordinaire, hein, en soi, c'est pas ce que je dis là est d'une certaine façon relativement banal. Mais c'est bien de savoir que vous êtes dans une des trois, c'est ça que je veux dire. C'est ça le but depuis 1h, 1h30, c'est de dire voilà, l'acte de faire des sciences sociales, c'est ça. Partiellement, et nous allons continuer dans un instant. C'est choisir un sujet qui suppose telle ou telle direction, c'est de le construire selon telle ou telle direction. C'est simplement ça que je dis. Donc il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas là-dedans. Je vous regarde. Vous êtes là-dedans aussi. Chut. Propos, peut-être les cerveaux sont quand même déjà très échauffés, non? Je sens que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez regardé beaucoup Internet. C'est fatigant quand même de consulter Google pendant 1h30, ça met le cerveau complètement... Non, mais c'est vrai, hein, c'est fatigant. Et donc, moi je suis encore en pleine forme, mais ne partez pas trop loin malgré tout. Hein. Ne partez pas trop loin. On fait une petite pause de 10 minutes. Vous voulez pas? 10 minutes?
Personne ne va chez Johanna par hasard. Personne ne va chez Johanna. C'est qui qui va chez Johanna? Ouais, mais pas. C'est vrai, pas comme ça. Mais si ça te dérange pas, je prends. Parce que. Et pas ça. Mais aussi pour les femmes. Allez chez Johanna. Moi, je crois. Ou un peu plus grand, mais tu sais, avec les. Vous perdez son chemin. Hein. Jamais. Moi, je sais. Je reprends pour que. Je veux le faire avant de m'occuper ça. J'espère qu'elle est là. C'est pas loin. Non, c'est juste à côté. Pour laisser le boucher. Johanna, ça c'est pour Johanna. La manière dont on va travailler. Ah non, non. Venez. J'ai pas un problème. Mon travail, j'ai choisi un thème sur les yézidis, une mémoire sur les yézidis. Et j'avais des corpus, j'avais des connaissances sur les yézidis, c'est des réfugiés qui sont venus là depuis 2014. Il y a eu, suite à un génocide en Irak, et ainsi de suite. Et quand j'ai commencé à travailler, donc tout a changé en fait. Et tout a changé en fait. Alors quand j'ai commencé à construire ce thème de travail, et je vis et suite à notre professeur, Madame Insa. Donc elle m'a dit autant le faire comme récit de vie, comme récit de mémoire. Et du coup, justement, ce mémoire, moi, me pose problème parce que moi, je ne savais pas ce que c'est un mémoire. C'est un récit. Un récit, c'est tout un travail. C'est tout un travail, justement. Vous n'avez pas fait sur le terrain. Je n'ai pas fait sur le terrain et que ça me demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de documentation. Donc, j'ai commencé Que vous n'avez pas. Non. Je commence à travailler dessus. Donc je commence à travailler, savoir ce que c'est un récit. Et justement, et dans mon travail, il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de Durkheim, il y a beaucoup de concret, de symbolique de Weber, il y a beaucoup aussi de phénoménologie, puisque je vais aller aussi sur place. Mais justement là, vous avez posé des questions très très importantes que je vais insérer dans mon travail. C'est le travail aussi. Construire, c'est aussi oublier un petit peu. Comment moi, de quel droit, moi je vais, si vous voulez,
travailler sur une mémoire collective qui est les Yézidis, que je ne connais pas. De quel droit, moi, si vous voulez, j'évoque cette mémoire, je construis cette mémoire avec des gens que je ne connais pas beaucoup, et que c'est lourd, si vous voulez, c'est lourd de travailler sur une mémoire de tout un peuple. Ah bah oui, c'est sûr. Je commence à voir que c'est pas du tout, c'est très peu, enfin pour moi, C'est trop. C'est trop, Mais oui. c'est lourd, vous voulez. Mais vous avez rencontré ces personnes, j'imagine, à un Oui. moment donné, J'ai commencé à rencontrer, j'ai vu. avant de venir ici, Ah avant oui, tout bien à fait, longtemps. tout à fait, j'ai commencé. Vous les avez rencontrés où? Je les ai vus sur Paris, dans des villes un peu différentes, donc dans le nord de la France. J'ai commencé Et à maintenant, faire- vous avez oublié ceci. Maintenant, vous ne reprenez pas contact avec eux. Si, je reprends. Mais vous savez, dans ce monde, il y a tellement de diversité. Enfin, ils sont, c'est un monde hétérogène. Donc il y a beaucoup de Yézidis qui viennent de l'Arménie. Il y en a d'autres qui viennent d'Irak. Il y en a d'autres qui viennent de la Russie. Il y en a d'autres qui sont des Allemands. Donc du coup, la culture, elle est très mélangée. Et du coup, je ne trouve pas dans tout ce monde-là. Et j'essaie de voir un consensus. Je ne trouve pas de consensus sur le monde. Et le mémoire de Emma, c'est un travail relativement important, mais qui reste un petit travail. au fond. Oui, un petit travail, mais selon mon façon. Et vous avez un professeur qui vous... Je suppose que votre professeur vous donne des conseils. Parce que le mieux, c'est pas de recommencer à zéro avec ces personnes. Il me semble que... C'est le mieux, c'est de revenir. Mais personne ne peut pas dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Peut-être que j'ai mal choisi. Ah oui. Parce que c'est des étudiants. Là, c'est comme une mémoire. C'est la mémoire. C'est un peuple. Donc, il faut revoir aussi avec des gens, des intellectuels, chercher des professeurs, que je puisse un peu, justement. Ce n'est pas que j'ai perdu, mais j'ai envie de perdre. J'ai envie de perdre et d'oublier un peu ce que j'ai. Voilà, c'est ça. Ah oui. Mais en fait, moi, si je les enlève. C'est vrai, revenons. Mais qu'est-ce que vous faisiez en licence? Vous n'étiez pas ici. Vous me l'avez dit, je crois, premier semestre. Oui, c'est long quand même. Vous étiez ici? Ouais, c'est nous, en plus. Je reste là. J'aurai 2 heures là. 2 heures là. 3 heures là. Et moi, à votre place, C'est la fin de semaine. il me semble que j'essaierai de faire fi de ce que vous savez déjà sur ces personnes, il me semble. Et avec les conseils de votre professeur, je recommencerai à zéro, en redéfinissant peut-être un sujet faisable sur cette année, qui est déjà bien avancé. Oui, c'est avancé déjà. Ah bon? Si, il est avancé. En fait, tout va bien. Oui, ça va. Mais justement, il y a tellement de questions. Ouais, Ça me- c'est bien. Ah, mais c'est bien. On me pose beaucoup de questions. C'est une bonne nouvelle peut-être. C'est sûr. Oui. Faudrait que je regarde toi, tu le coup aussi pour les meufs. Ça, nous avons envoyé la règle pour qu'on nous dise ça, on l'avait fait avant les vacances. Ouais, mais je sais pas, je me suis dit, nous avons envoyé la règle. Non, mais elle a écrit.